Bonjour tout le monde. La dernière fois, on s'est arrêté au niveau de la théorie de l'organisation scientifique de travail de Frederick Winslow Taylor. Voilà, on s'est arrêté au niveau de ce sujet de réflexion et je vous ai demandé de le traiter, d'essayer de voir comment traiter ce type de sujet. Le Taylorisme est-il mort ou doit-il mourir? Et je vous ai dit que le manuel est utile pour vous permettre de traiter ce type de sujet. Il y a tout le cours, il y a aussi les diapos sur lesquels on a travaillé les dernières séances. Il y a particulièrement, à part le cours qui se trouve au niveau du manuel, à part cette présentation, il y a un article intéressant, à mon sens, au niveau du manuel, entre les pages 40 et 41. Voilà. Donc, avant de parler de comment il est possible de traiter ce type de sujet, sachant qu'il n'y a pas une seule façon pour traiter un sujet en théorie d'organisation. Mais ce que je vais essayer de traiter avec vous, c'est une façon de voir les choses, une manière de traiter un sujet. Une manière, mais il y a bien sûr plusieurs manières, plusieurs façons de concevoir le plan, la problématique à traiter, plusieurs façons de voir comment introduire le sujet, plusieurs façons aussi de conclure le sujet. On va vous traiter avec vous une manière, mais elle n'est pas la manière, mais une manière parmi d'autres. Avant de faire tout ça, on va essayer de rappeler cette théorie de l'organisation scientifique de travail. Et sur la base de ce rappel, on va traiter le sujet. Bien, commençons d'abord par dire que l'OST, l'organisation scientifique de travail, en quelques mots. C'est d'abord, le contexte, c'est le début du XXe siècle, la révolution industrielle, l'ère de la production de masse, le commencement de l'ère de la production de masse. Quelles sont les caractéristiques de cette organisation scientifique de travail et quels sont ses principes? D'abord, la division de travail, c'est-à-dire la décomposition d'un travail global en un certain nombre d'opérations, de tâches et parfois même de gestes. C'est le premier principe. Deuxièmement, la standardisation des opérations. Voilà, toutes les opérations doivent devenir standards. Les pièces interchangeables. Le résultat d'une opération doit être un module, c'est-à-dire une partie de produit, un sous-produit. Et un ensemble de parties de produits qui sont assemblées nous donne un produit. Je vous donne l'exemple de l'automobile. Et les pièces sont standards, ça veut dire interchangeables. Ça veut dire une pièce qu'on peut appeler X, par exemple. Toutes les pièces qui s'appellent X sont identiques. Et elles peuvent être montées, voilà, sur un module, je ne sais pas, des éléments de carrosserie, un moteur. Troisième principe, c'est la spécialisation. Un ouvrier doit réaliser une tâche, ou parfois même seulement quelques gestes dans une tâche. C'est pour plus de dextérité, c'est pour plus de rapidité, et c'est pour plus de perfectionnement. Ça veut dire un ouvrier qui répète les mêmes gestes, qui fait la même tâche, développe son rendement, ce qui va permettre à l'usine dans son ensemble de développer sa productivité. Par la suite, l'autre principe, c'est la sélection des ouvriers basée sur des critères qu'on peut qualifier entre guillemets de scientifiques, en fonction des exigences de travail. Et un autre principe, c'est la rémunération au rendement selon un système de salaire différentiel qu'on a déjà expliqué dans le cours. Et vers la fin, c'est le système de supervision, c'est-à-dire le système de contrôle, un contrôle basé sur le principe de la multiplicité de commandements. Ça veut dire pour chaque opération, il doit y avoir 4 types de contrôleurs, et donc chaque ouvrier est contrôlé simultanément par 4 types de contremaîtres ou contrôleurs. Bien sûr, un contremaître, je vous rappelle, un contremaître, c'est un chef de section ou chef d'équipe de travail. Donc il y a 4 types de contrôle ou de supervision ou de superviseurs pour la même opération. Et dans une opération, il y a des tâches. Et sur chaque tâche, il y a au minimum
il y a un ouvrier derrière une tâche. Et derrière même une tâche, on peut trouver parfois deux ou plusieurs ouvriers. Voilà. Ça, c'est, si on veut parler de l'OST en quelques mots. Les apports de cette organisation scientifique de travail. Premier apport, c'est d'abord permettre le passage d'un mode de production artisanal à un mode de production industriel. Et c'est ce qui permet de fabriquer en masse, en grande quantité, des unités identiques, fabriquer à l'identique un produit en milliers, voire en dizaines de milliers, en centaines de milliers d'exemplaires. Ce qui permet normalement de profiter des économies d'échelle, de baisser les coûts de production et donc de baisser le prix de vente pour le consommateur. Je peux vous donner, à titre d'exemple, je peux vous donner l'exemple du secteur de l'automobile. Je cite cet exemple pour vous dire qu'au début de l'histoire de l'automobile, c'est la fin du 19e siècle. Le début du 20e siècle. Donc, au début de l'histoire de l'automobile, les voitures étaient fabriquées dans des ateliers qui avaient beaucoup plus à voir avec le monde de l'artisanat que de l'industrie, que celui de l'industrie. Chaque véhicule était construit à l'unité. Donc, chaque unité était construite à l'unité. Unité après unité. Les unités ne sont pas nécessairement identiques parce qu'il s'agit d'une production artisanale. Voilà, donc à l'unité, en totalité par un seul ouvrier, ou parfois quelques ouvriers, mais un nombre très limité d'ouvriers. Donc les conséquences, c'est que les unités peuvent ne pas se ressembler, d'ailleurs à l'identique, parce que le travail est manuel, le travail se fait par un ouvrier en fonction de sa guise, c'est une production artisanale. Le rythme de production était très lent, voilà, donc parce que l'ouvrier était obligé de se déplacer pour effectuer toutes les opérations nécessaires pour obtenir le produit fini. Donc le rythme de production était très lent, impliquant des coûts élevés et donc des prix de vente élevés, ce qui n'encourage pas le développement de ce secteur, la vente des voitures. Au début du XXe siècle, il y a un industriel très célèbre, qui va devenir très célèbre, c'est Henry Ford, donc, qui va reprendre la théorie de Frederick Winslow Taylor, l'OST, et introduit dans son usine un ensemble d'innovations incluant la décomposition des tâches, l'interchangeabilité des pièces, c'est-à-dire la standardisation, l'utilisation des procédures claires et simples, les procédures qui montrent à l'ouvrier les méthodes de travail, les règles qu'il doit respecter. En fait, c'est tout ce qu'il doit faire pour bien exécuter sa tâche et même le chronométrage des gestes et des tâches qu'il doit exécuter. Et ce sont les principes de l'OST, en fait. Le résultat sera la réduction spectaculaire de coûts de production des voitures. Le prix de vente, par exemple, de celles-ci, de ces voitures, suivra la même tendance baissière. Ça veut dire, au fur et à mesure que les coûts baissent, le prix de vente baisse aussi. Je vous donne comme exemple toujours des voitures qui sortaient de l'usine Ford, le fameux célèbre modèle T. On l'appelle modèle T parce que la voiture, qu'il ressemble à un T à l'envers. C'est pourquoi on l'appelle le modèle T, lancé en 1909 à $825 de l'époque. Vous savez, $825 de l'époque, en 2021, donnera d'après les estimations des économistes, et si on prend en considération la valeur de la monnaie, l'inflation et tout ça, l'équivalent de 20 000 euros, je peux dire quelques 220 000 dirhams d'aujourd'hui. Voilà. Mais 14 ans plus tard, après avoir introduit les principes et la méthode de Taylor, en 1925, le prix de vente en neuf de même modèle baissa
à 260 $, l'équivalent d'aujourd'hui de 3200 €. En tout cas, ça ne dépasse pas les 35 000 dirhams la voiture. Vous voyez cette baisse extraordinaire de quelques 220 000 dirhams à peu près 35 000 dirhams. C'est trois fois moins cher, 3 fois moins cher qu'en 1909, avant l'application de la méthode taylorienne. Voilà, c'est pour vous dire qu'avec la production artisanale, le produit coûte plus cher que dans un mode de production industriel. Et c'était l'apport de Taylorisme. Mais cette organisation scientifique de travail a des limites. Et on l'a déjà traité de ça dans le cours précédent. Je vous donne rapidement quelques éléments de ces limites. La vision de l'OST, l'Organisation scientifique de travail, est trop scientiste. Ça veut dire, croyons one best way. Il n'y a qu'une seule méthode pour développer la productivité. Et cette méthode, c'était l'OST. Ça, on peut critiquer cette façon de voir les choses. Parce qu'en réalité, chaque méthode, et même l'OST, n'est valable que dans un contexte et pour réaliser des objectifs, mais ne peut pas être valable dans tous les contextes, ou dans tous les secteurs, ou dans toutes les entreprises. Chaque contexte implique des adaptations et peut-être développer d'autres méthodes. Pour chaque entreprise a ses propres contraintes et a son propre marché et peut-être nécessite d'autres méthodes ou d'autres façons de voir les choses. En tout cas, c'est ce qu'on sait maintenant et c'est ce qui va être développé par d'autres approches de l'organisation. Parce qu'il n'y a pas que l'approche classique, il y a les autres approches. On va voir ça au niveau de l'approche des relations humaines. On va voir qu'il y a une autre façon de voir l'organisation. Il y a une autre façon peut-être de voir l'industrie, la production, l'homme dans l'industrie, les relations entre les humains et l'impact sur la productivité, etc., etc. Parce que pour l'époque, au niveau de cette théorie de l'organisation scientifique de travail, la dimension psychosociologique de l'être humain n'était pas prise en considération, du salarié, de l'ouvrier. Et l'ouvrier était considéré comme un auxiliaire de la machine. Il devait exécuter un travail répétitif, routinier, à l'infini, en suivant le rythme de la machine. Et ça veut dire que ses sentiments étaient oubliés, ses relations, ses problèmes à l'extérieur de l'entreprise étaient négligés, et on considérait qu'il n'avait pas d'impact, pas d'importance, et pas d'impact sur la productivité. Or, c'est fou. Maintenant, on sait que c'est fou. L'ouvrier est un être humain et n'est pas une machine. Et c'est d'ailleurs, on critique cette déshumanisation du travail. Et il y a aussi des dysfonctionnements engendrés par l'OST, comme les défauts de qualité, les accidents de travail. Parce qu'un travail répétitif, où il y a la contrainte de rythme, c'est-à-dire de la rapidité dans le travail, et la routine implique parfois la déconcentration. Certains ouvriers se déconcentrent. Et la déconcentration, deux conséquences globales. Généralement, il y a deux conséquences. Soit, parfois, il y a des défauts de qualité, d'autres fois, il y a des accidents de travail. En manipulant certains produits, certaines machines, certains ouvriers risquent de subir un certain nombre d'accidents de travail. Voilà. En fonction de tout ce qu'on a dit, ça veut dire ce qu'on a rappelé sur l'organisation scientifique de travail, comment traiter ce sujet. Voilà. Je vous donne, je dis tout à l'heure, une manière de voir les choses. Comme plan, toujours, un sujet doit être introduit. Peut-être qu'on peut parler de contexte d'apparition de taylorisme. Et je vous recommande de revenir au début de l'approche classique. C'est le contexte de l'apparition de cette approche qu'on va qualifier par la suite d'approche classique. C'est la fin du 19e, début du 20e siècle. Urbanisation, contexte d'immigration et d'exode rural, passage d'un mode de production artisanale à un mode de production industrielle, etc., etc.
Dans un premier point, il est possible de traiter de qu'est-ce que le taylorisme. Ça veut dire, je viens de commencer cette séance en vous disant, voilà le taylorisme en quelques mots. Il faut traiter les grands principes de taylorisme, peut-être en résumé la méthode taylorienne. Parce que avant de porter un jugement, est-ce que le taylorisme est mort ou doit-il mourir, on doit connaître le taylorisme. On doit aussi parler de ses apports et de ses limites. Et je viens de parler juste à l'instant des limites du taylorisme. Voilà. Pour qu'on puisse faire la fin, troisième point, troisième axe dans ce sujet, parler de l'avenir du taylorisme. Parce que, est-ce que le taylorisme est mort ou doit-il mourir? On parle de l'avenir du taylorisme, de présent et de l'avenir du taylorisme. Et ici, il est possible de répondre de deux manières. Soit de dire, comme plusieurs d'ailleurs le disent, que le taylorisme n'a plus d'avenir. C'est une méthode qui était valable dans son contexte, dans un contexte, période historique, de l'évolution industrielle, et que maintenant, il y a un autre contexte, et on n'a pas, ça veut dire cette méthode taylorienne n'est plus valable, il faut chercher d'autres méthodes. C'est une façon de répondre. Ou, par exemple, on peut dire qu'il y a plusieurs entreprises aujourd'hui qui s'inspirent de cette méthode taylorienne, notamment le travail à la chaîne dans plusieurs processus de production de grandes entreprises. Et il y a encore une partie de taylorisme, notamment dans des entreprises, que ce soit en Occident, que ce soit même en Chine. C'est toujours ce souci de baisser le coût qui pousse les entreprises à fabriquer en grande échelle et à chercher à accélérer le rythme de production. Donc, et où l'ouvrier, il y a presque, même critique, la déshumanisation de travail. Donc le taylorisme, certains peuvent dire qu'il peut survivre si on peut l'adapter au contexte actuel. Quel est le contexte actuel? Sur le plan industriel, il y a de plus en plus de technologie, il y a de plus en plus de robotisation des systèmes productifs, mais le contexte social et humain et les attentes des travailleurs, des ressources humaines, ça veut dire qu'il faut humaniser le travail. En élargissant peut-être les tâches que l'ouvrier doit exécuter, en donnant plus de responsabilités aux salariés, plus de motivation aux salariés, et on se concentre beaucoup plus sur la qualité que sur la quantité des éléments produits. Par exemple, c'est une façon de voir les choses. Et peut-être il est possible de conclure ce sujet pour dire que, voilà, qu'il y a d'autres approches, qu'il y a d'autres théories dans d'autres approches qui ont essayé de prolonger le taylorisme. Il y a d'autres théories qui ont essayé de dépasser le taylorisme. Voilà une façon de traiter le sujet. Maintenant, on va étudier une deuxième théorie, toujours dans ce chapitre qui traite de l'approche classique de l'organisation. Il y a Frederick Winslow Taylor qui a traité de l'organisation scientifique du travail. Et c'était aux États-Unis. Dans presque la même époque, maintenant un Français qui traite de l'organisation administrative du travail, et c'est en France, pour dire une théorie européenne dans le même contexte et dans la même période historique, le début du XXe siècle. L'homme derrière cette théorie, comme vous voyez devant vous, c'est le Français Henri Fayol. Vous voyez sa vie, c'est la fin de la naissance, c'est vers la moitié du XIXe siècle, et voilà, et elle est devenue ingénieure parce qu'elle est lauréate de l'école des mines de Saint-Étienne en France, et elle entre dans une entreprise, les huilières, ça veut dire, c'est là on extrait de l'huile, ça veut dire le charbon. Donc il s'agit de mines de charbon, de commenterie en France.
Voilà, centre, à peu près le centre de la France. Comme on dit, c'est une commune française situant au centre de la France. Donc il entre à 19 ans après avoir fait des études d'ingénierie. Et il entre comme ingénieur. Et d'ailleurs, il va devenir directeur de cette entreprise de 1888 à 1918. On conclut que depuis le commencement, elle était parmi les dirigeants pour devenir directeur. Donc c'est un manager, un administrateur. Il n'a jamais été ouvrier, il n'a jamais fait le travail d'ouvrier. Le parallèle par rapport à Taylor, qui a commencé sa vie professionnelle comme un apprenti mécanicien pour devenir un ouvrier, par la suite pour devenir un ingénieur et un consultant. C'est pourquoi d'ailleurs, peut-être que Taylor a traité l'organisation de travail de l'ouvrier, parce que lui-même était au début un ouvrier. Alors que Fayol traite de l'organisation de travail de l'administration, parce que lui-même était un administrateur et n'a jamais été un ouvrier. Donc, en fait, les deux théories sont complémentaires. Ils se situent dans le même contexte, mais un auteur a traité l'organisation de travail de l'ouvrier, les usines, les ateliers. L'autre a traité de l'organisation de travail de manager, ce qu'on va appeler aujourd'hui le manager, ou de management. À l'époque, on l'appelait en France administration. C'est pour dire l'organisation administrative, veut dire peut-être dans l'esprit de Fayol, l'organisation de travail de management. Voilà, et comme Taylor, il va publier le fruit de ses expériences dans un ouvrage qui s'intitule « Administration industrielle et générale ». Et je vous rappelle que l'administration, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle management. Donc c'est le management industriel et général qui retrace d'ailleurs, cet ouvrage retrace l'expérience professionnelle de Fayol. Et donc, on va dire que Henri Fayol est un des fondateurs, parmi les plus grands fondateurs, le début de la science de management, à côté de Taylor. On peut dire que les deux grands fondateurs de management sont Taylor et Fayol au début du XXe siècle. Donc lui, il recommande, d'ailleurs, il va être le premier à le recommander, il recommande que les sciences administratives ou les sciences de management soient transmises par enseignement. Ça veut dire soient enseignées dans les grandes écoles. Voilà. Et c'est depuis, aux États-Unis ou en Europe, on enseigne le management dans les universités et les grandes écoles. La problématique de cette organisation administrative de travail, c'est comment améliorer l'efficacité de travail de dirigeants et quelles sont les activités qui composent la fonction administrative. Ça veut dire, lui était un dirigeant et il faisait un travail d'administration. Donc, il a cherché, la problématique, c'est un dirigeant, qu'est-ce qu'il doit faire? Quelles sont ses activités? Et comment il doit assurer ses activités? En fait, c'est à cette question que l'œuvre de Fayol est consacrée et c'est ce qu'on va voir la prochaine séance, Inch'Allah. Et merci pour votre attention.